Chers amis du sport, bonsoir, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous 60 minutes ADEPS. Le challenge, comme à chaque fois, aborder une thématique qui s'adresse aux acteurs et aux amoureux du sport pendant une heure. Aujourd'hui, une question qui fait débat, qui nourrit, c'est le cas de le dire, les rubriques de vos magazines quotidiens, discussions de vestiaire ou autour d'un verre. L'alimentation au service des sportifs, du bien-être à la performance. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sport et l'alimentation sont étroitement liés, et ce depuis toujours, parce qu'il faut reconnaître qu'autour de ce sujet, au fil des époques, des connaissances scientifiques, des croyances et aussi des superstitions, les régimes alimentaires du sportif ont évolué et continuent d'évoluer. Lors des premiers Jeux Olympiques, 7 siècles avant Jésus-Christ, le menu obligatoire des athlètes était composé de pain d'orge, de bouillie de froment, de noix et de figues sèches. Les protéines animales ne sont arrivées que 2 siècles plus tard. Et à l'époque, déjà, l'élite de la Grèce antique considérait que les athlètes étaient des gloutons et donc les regardait d'un mauvais œil. L'histoire du sport regorge d'anecdotes relatives aux habitudes alimentaires des sportifs et je n'hésite pas à vous partager quelques anecdotes que j'ai pu trouver ici et là. Et la première, c'est lors du marathon en fait des Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904. Le favori de l'épreuve, un Cubain, fort de son avance, s'est arrêté à plusieurs reprises pour cueillir et manger des pommes, partager des coupes de champagne avec les spectateurs. Barda, forcément, problème gastrique, il n'a pas pu terminer l'épreuve. Et le vainqueur, quant à lui, l'a remporté avec de l'eau de vie. Voilà, comme quoi tout peut fonctionner. Et dans l'histoire du Tour de France, on parle aussi souvent d'un coureur qui s'appelle Maurice Garin, 61 kilos à la pesée. Et quand il a terminé la première étape de son premier tour, il aurait dévoré 2 poulets, 4 steaks, 10 œufs, 12 bananes, et avec une bonne bouteille de rouge. Plus près de chez nous, il y a le régime jus d'orange de Marion Bartoli, gagnante de Wimbledon. Il y a ceux qui carburent au shake protéiné, ceux qui prennent des boissons toniques qui donnent des ailes, le buteur patenté du Bayern de Munich, Robert Lewandowski, qui débute toujours ses repas par le dessert, et puis les Djokovic et autres Bradley Wiggins, qui ont eux, opter pour une alimentation sans gluten. Véritable bienfait pour améliorer ses performances sportives, simple superstition, tout un chacun, quel que soit son niveau ou notre pratique quotidienne, nous sommes en quête de la meilleure formule. La banane avant l'entraînement, le thé pendant l'entraînement ou le hamburger à la sortie du stade. Entre habitudes rationnelles ou mécanismes d'instinct, on va tenter d'en savoir un petit peu plus ce soir. Et donc, à ma gauche, une tête bien faite, un franc-parler, plein de médailles en championnat de Belgique, un titre de championne d'Europe en moyenne distance, championne du monde en longue distance, notre sportif sous contrat, triathlète, Alexandra Tondeur, bonsoir. Bonsoir. Premier triathlon, si je ne me trompe pas, en 2007. Exact. Alors, toi, ton gris-gris alimentaire, c'est quoi? Le régime saumon-carotte? Mon gris-gris alimentaire, c'est avant les compétitions, c'est les pâtes au thon. Ouais, voilà. Donc tout le monde sait bien que je mange des pâtes au thon. Alors parfois, je mets même des brocolis et des œufs durs et je cuis tout dans le même eau. Comme ça, par goût ou par superstition? Par facilité, je voyage dans des pays où voilà, je dois faire beaucoup d'économies sur mes hébergements. Et donc, j'ai en général une toute petite cuisine avec une toute petite casserole. Et donc, c'est la grosse démerde. Et voilà. Donc, on se débrouille. Et ça fonctionne en général assez bien. Donc, ça, c'est avant. Et puis, après, c'est la récompense, quoi. C'est le chocolat, quoi. Au lait, noir, blanc? Tout est bon dans le cochon. Alors justement, dans l'esprit du grand public, on peut avoir l'impression qu'un sportif de ton niveau, en fait, tu es constamment au régime, constamment peut-être dans la gestion d'une certaine frustration. Alors est-ce que c'est une image toute faite ou c'est absolument pas vrai, tu te laisses aller à certains moments? Ouais, non, c'est absolument pas vrai. Tous les gens qui me connaissent le savent bien. Donc voilà, après, il y a des moments où il faut faire très attention, quand on a des périodes où on sait qu'on va avoir des intensités importantes, surtout quand c'est des intensités à pied ou des longs entraînements à pied, où on a le système gastro-intestinal qui est davantage irrité et sollicité. Donc voilà, il y a des périodes où faire attention, puis la semaine avant la compétition, les 10 jours avant les grosses compétitions, je fais vraiment très attention. Il y a tout un régime alimentaire qu'on a mis en place d'ailleurs. Avec Serge, on faisait le décompte. Combien on a dit tantôt? 14 ans 14 ans. 14 ans que j'essaie de peaufiner ce truc, et j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs la recette magique, mais j'y travaille. Mais sinon, non, je mange comme tout le monde. D'ailleurs, c'est super embêtant parce que quand je suis invitée chez des amis
ils pensent tous que je bouffe de la salade verte, mais c'est pas vrai. Si je vais chez des amis, c'est justement pour manger correctement et profiter de la vie. Mais... Et si t'as de la salade, tu claques la porte et tu t'en vas ou... Je leur demande s'ils ont autre chose. J'ai dit, il y a autre chose au repas. Donc voilà, mais les gens qui me connaissent au fur et à mesure, savent que j'aime bien manger autre chose que la salade verte, quoi. Voilà. Ok. Alors, du triathlon, on passe au judo. Le haut niveau, ils connaissent ça aussi parce que l'agriculture wallonne, c'est aussi le chemin de l'excellence, de la qualité pour faire la différence dans nos étals et la différence aussi par rapport à la concurrence internationale qui sévit. Alors, on a le plaisir d'accueillir Philippe Mattard, qui est le directeur général de l'APACW. Alors, bonjour. Philippe, bonjour. Bonsoir, merci plutôt. d'être là. Oui, bonsoir, c'est vrai, on est en direct. En quelques mots, les rôles et les missions de l'APACW, c'est quoi? Je croyais qu'on allait parler de judo d'abord, mais c'est pas grave. On peut parler de judo. C'est bientôt... Oui, vas-y. Alors non, voilà. Le rôle de l'APACW, c'est... on est une administration. L'APACW est une administration comme l'ADEPS, exactement... un statut en tout cas similaire. On a comme mission de promouvoir l'agriculture. On a une administration ancienne, elle date de 1938, comme quoi les enjeux étaient déjà très présents à ce moment-là. Promouvoir l'agriculture, pourquoi? Parce que on est dans une situation qui est très concurrentielle. Il y a des produits agricoles qui viennent de partout, certains de très bonne qualité, il faut pas se le cacher, ailleurs qu'en Belgique, d'autres dont on ne connaît pas la traçabilité, dont on ne connaît pas la qualité, parfois qui traverse l'Atlantique, que ce soit qu'il s'agisse de viande ou d'autres produits. Et donc nous, le but de l'agence, c'est de démontrer aux consommateurs finaux et intermédiaires, c'est-à-dire les transformateurs, l'Horeca, que on a des produits de grande qualité chez nous. On a comme mission de les promouvoir. On a aussi comme mission de mettre en contact ceux qui les consomment et ceux qui les produisent au travers de différents outils, des outils numériques, digitaux, des outils tout à fait classiques, les médias de masse classiques. Et puis on organise des événements. Et parmi ces événements, effectivement, il y en a qui nous conduisent à avoir des partenariats avec d'autres administrations amies, comme par exemple l'ADEPS. Et voilà, on y vient. Donc le 4 mai prochain, à Neuchâteau, la traditionnelle finale du Réto Trophée. 120 établissements scolaires qui vont concourir pour cette compétition. 120 équipes qui sont mixtes, de 6 élèves chacune. Pour la première fois, comme vous venez de le dire, l'APACW va s'associer à l'ADEPS. Alors, pourquoi vous associez pour cette manifestation? Pourquoi cibler ce jeune public? Parce qu'on a peur que l'ADEPS se contente de distribuer des barres protéinées. Non, c'est une blague. Donc on veut maintenir sur la bonne voie et amener l'ADEPS à mettre au menu des sportifs des produits de qualité. Alors bon, moi je ne suis pas nutritionniste, donc je laisse mon voisin évidemment s'exprimer sur ce plan, mais je suis à peu près persuadé, même comme profane de la nutrition, que nous avons en Wallonie tous les produits qui peuvent composer une assiette équilibrée, et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette démonstration avec le matériel dont nous disposons, en l'occurrence un food truck, et ce food truck sera présent à Neuchâteau, avec toute une série de produits qui composent tout ce dont les sportifs ont besoin. En tout cas, je me permets de le dire, sous le contrôle de mon voisin. Et donc, quelques exemples avec de produits notamment des produits laitiers, des fruits. On a également préparé un smoothie, et j'ai eu l'occasion de le goûter, parce qu'on a expérimenté le smoothie avant, et en tant que directeur général, j'ai eu le privilège de le déguster préalablement. Il est vraiment excellent. Et il semblerait, mais encore une fois, mon voisin le dira beaucoup mieux que moi, que ces produits, en fait, participent à tout ce dont les sportifs ont besoin pour entamer l'activité sportive, mais aussi pour récupérer par après. On peut connaître déjà la recette du smoothie ou... Je la connais pas moi-même. C'est un secret aussi bien gardé que la potion magique de Panoramix. Ouais. Ah, Panoramix, Astérix, on va y revenir dans la présentation de Serge Peters, donc last but not least, notre dernier intervenant, cuisinier de formation. Oui. Et puis, il a poursuivi le chemin avec des études en diététique, en nutrition sportive. Il partage depuis de nombreuses années son expérience sportive, son expertise professionnelle avec nos sportifs de haut niveau au sein de l'ADEPS. Alors, première question, Serge. C'est quoi la différence entre un diététicien et un nutritionniste? Alors, il faut savoir que légalement en Belgique, le terme diététicien est le seul terme reconnu, notamment pour pouvoir travailler dans l'alimentation et dans l'alimentation, que ce soit dans l'alimentation santé, prévention ou aspect curatif. Le terme nutritionniste n'est pas reconnu en tant que tel. Donc, c'est-à-dire que c'est un qualificatif qui peut se mettre derrière diététicien, derrière médecin, derrière pharmacien. Mais s'il est utilisé tout seul, il faut savoir que ce sont des charlatans.
Ok. Pas de problème, on en sait mieux maintenant. La petite question aussi, il y a certainement beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont sportifs et qui se disent « je m'autogère bien tout seul, j'ai mon propre instinct qui me guide ». On a peut-être aussi des entraîneurs qui sont actifs depuis très longtemps, qui vont dire « j'ai besoin de personne, je connais mes ouailles, je sais ce dont ils ont besoin ». Alors, quel est l'avantage? Pourquoi recourir à un nutritionniste du sport, quel que soit le niveau de pratique? Effectivement, tout le monde s'alimente, mais tout le monde pense savoir s'alimenter correctement. Malheureusement, il y a énormément de mythes et de croyances. Et dans le sport, on sait que les sportifs sont généralement assez superstitieux. Ils vont faire certaines choses. Il y a également des traditions qui sont véhiculées par les pairs, par notamment les entraîneurs, mais qui ne sont pas toujours de bonne manière. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que par rapport justement à l'alimentation lors de l'Antiquité avec les premiers Jeux Olympiques, on a quand même fortement évolué, heureusement, parce que la science, notamment la science de l'entraînement, la nutrition, et maintenant également de manière empirique, on connaît maintenant mieux justement les besoins des athlètes. Et donc par rapport à ça, effectivement, il y a beaucoup de croyances que nous devons essayer de démonter vis-à-vis des sportifs. Exemple, de manger des pâtes juste avant l'entraînement, c'est absolument pas une bonne idée. Certains vont dire « Ah non, je ne dois pas boire, surtout pas d'eau pendant l'effort ». Non, on va voir que ce n'est pas une bonne idée. Et puis, il y a aussi parfois la troisième mi-temps, qui est aussi pas toujours une idée acceptée chez certains sportifs de haut niveau qui ont besoin de bien récupérer. Ok, donc là, ils vont chercher du réconfort dans la troisième mi-temps? Oui, mais le réconfort, ce n'est pas que l'alcool. Donc on verra effectivement que l'alcool peut avoir quelques inconvénients, notamment au niveau de la déshydratation. Ça empêche les mécanismes notamment de restauration, notamment des réserves en glycogène. Et n'oublions pas, notre glycogène, c'est quoi? C'est notre super carburant. Plus j'en ai, mieux c'est. Mais l'alcool va avoir un impact pendant 2-3 jours. Donc effectivement, quand Alex dit les 10 derniers jours, elle doit être vigilante, et bien effectivement, dedans, il n'y a pas d'alcool. C'est un message déjà très important puisqu'on connaît l'importance de la troisième mi-temps dans l'esprit du secteur sportif. Et comme on s'adresse à tous les sportifs et comme on a parlé d'un événement qui est bien ancré dans l'esprit de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles, le Réto Trophée, on va tout de suite vous passer une petite capsule de présentation d'un tout nouveau programme de l'ADEPS, les cours en ligne, parce qu'on s'adresse aussi à tous les sportifs. Et voilà donc plus d'infos sur ces cours sur notre site www.adeps.be. Justement, quand on fait du sport chez soi, quels seraient les premiers conseils à donner à quelqu'un qui va allumer son PC pour faire une séance de 30-40 minutes, que ce soit du yoga ou du cardio? Alors je dirais que l'alimentation du sportif à la base, c'est simplement la pyramide alimentaire. C'est de manger correctement, de s'alimenter de manière variée, équilibrée, sainement et de manière savoureuse. C'est simplement ça. Donc tout le principe de la pyramide alimentaire, et justement à la PAC on la connaît super bien, eh bien effectivement c'est 80% de la performance sur le pilier alimentation. Malheureusement, bien souvent, les sportifs viennent avec une autre demande, c'est de savoir quels sont les compléments, les suppléments, les nutriments indispensables par rapport à ça. Ils me disent, j'ai besoin absolument de magnésium, j'ai besoin de vitamine C, mais ils mangent pas de fruits, ils mangent pas de légumes. Or, c'est peut-être déjà les premiers conseils à avoir. Et d'autre part aussi, on sait que réellement, le nombre de nutriments, de compléments alimentaires pour sportifs qui peuvent être efficaces, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Donc, il n'y a pas besoin d'aller vers ce pourcentage-là, en sachant que l'alimentation est vraiment la base de l'alimentation. Donc, le premier guide, ce serait le bon sens. C'est le bon sens, c'est de suivre les conseils généraux, comment s'alimenter, de suivre la pyramide alimentaire. Donc d'abord 550 grammes de fruits et de légumes par jour. Alors il faut y aller déjà, parce qu'à la base, quand on voit les dernières enquêtes de consommation pour la population belge, on est plutôt aux alentours de 190 grammes, donc on en est très loin. D'autre part, on sait également que justement ces fruits et les légumes vont permettre notamment la récupération, vont apporter des vitamines, des minéraux qui vont booster notamment tous les mécanismes enzymatiques. Et même, on sait aussi que pour la récupération et pour même la synthèse musculaire, plus je mange des fruits et des légumes colorés, plus j'y arrive. On sait aussi que les féculents, ça a toujours mauvaise presse, parce que tout le monde se dit je dois éviter les féculents parce que ça fait grossir. Mais en même temps, les féculents, c'est le carburant de l'effort. Donc si je supprime les féculents, que ce soit avant l'effort ou après l'effort, je ne peux pas tenir mon entraînement, donc ce serait pas une bonne idée. On n'oublie pas les produits laitiers qui sont indispensables pour avoir notamment un apport suffisant en protéines. Et donc vous m'aviez parlé de smoothie. J'espère que dans le smoothie, il y a un petit peu notamment de yaourt ou de lait fermenté. Oui. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, on sait que la combinaison magique entre un fruit et du lait, notamment,
voire du lait chocolaté, eh bien, est idéal et beaucoup plus efficace que beaucoup de produits qui sont en vente dans les magasins sport ou éventuellement sur Internet pour pouvoir justement aider à la resynthèse musculaire. Alors, on a parlé de la viande. La viande, effectivement, c'est quelque chose d'important, mais on est quand même encore toujours dans la symbolique de la viande rouge. Hein. Rappelez-vous, notamment au niveau de l'Antiquité, on pensait qu'en fonction du sport que l'on pratiquait, de la discipline que l'on pratiquait, on devait manger un animal particulier. Exemple, les coureurs, type Alex, elle devrait d'abord attraper l'antilope pour la manger. Si elle devait sauter, elle devrait manger de la chèvre. Et heureusement, elle ne lance pas le disque, ni même fait des arts martiaux. Et ben là, autrement, elle aurait dû manger, par exemple, du taureau. Mais par contre, c'est une championne. Et là, je peux lui redonner une recette de testicules de taureau. C'était ce qui était réservé aux champions de toute catégorie. Je ne crois pas qu'Alex soit véritablement tenté par le principe ou cette recette-là, en tous les cas. Je suis ouverte à toutes les expérimentations possibles, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, donc il faut garder malgré tout l'esprit ouvert. Et donc Serge, vous nous avez préparé une petite présentation aussi pour bien baliser l'ensemble en fait de cette fonction et de cette fonction au niveau professionnel, mais aussi de cette fonction auprès des sportifs. Donc on va pouvoir la lancer, voilà. Donc, donc, dia suivante. Car effectivement, voilà. Donc on voit bien effectivement que si je veux être performant, la première chose c'est bien sûr d'avoir choisi de bons parents. Si j'ai choisi des bons parents qui ont un bon capital génétique, c'est bien. Il faut l'entraînement, il faut la psychologie, il faut un matériel adapté et l'alimentation c'est un des paramètres qui va permettre la performance. Mais ce n'est pas le seul. C'est pas parce que je m'alimente bien que je serai performant. Et d'autre part, de temps en temps dans des salles de fitness, je vois par exemple 70% de l'alimentation c'est la performance et c'est placé juste au-dessus des produits en vente. Donc là, on peut se poser la question du marketing. À ne pas confondre avec le dopage, parce que certains ont parfois tendance à confondre alimentation et dopant. Effectivement, dans beaucoup de compléments alimentaires, il faut savoir qu'on peut trouver des produits dopants. Donc il faudra être vigilant et toujours se poser la question de savoir comment. Alors, donc, pour être en bonne santé, et ça c'est pour le sportif amateur, mais également le sportif de haut niveau, mais également pour être performant, il faut un bon carburant. Ceux qui se sont déjà trompés de mettre du mauvais carburant dans sa voiture, ben on voit bien ce que ça donne comme résultat. On avance moins vite. Et donc voilà. Et donc bien souvent, les sportifs au départ, ils ne mangent pas ce qu'il faut et puis ils se posent des questions. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je ne suis pas performant? Pourquoi je n'arrive pas à gagner ce genre de choses? Et comme vous l'avez dit, effectivement, au niveau digestif, notamment sur les longues distances, pratiquement 70% des sportifs d'endurance se plaignent de troubles digestifs, avec que ce soit des nausées, des vomissements, mais aussi des diarrhées à l'effort, ce qui n'est vraiment pas intéressant. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est bien tout ça, mais tous ces conseils, c'est peut-être pour prêcher pour ma chapelle. Non, pas du tout. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Voilà. C'est que ce soit la FIFA, que ce soit l'UEFA, que le Comité olympique international, même l'association d'athlétisme, dit bien sûr qu'effectivement, cela permet d'améliorer notamment l'optimalisation du programme d'entraînement, la récupération, d'éviter notamment des problèmes de poids qu'on rencontre souvent aussi chez les sportifs, mais surtout diminuer les blessures et être performant le jour de la compétition. Donc il faut absolument essayer d'avoir une alimentation et donc il y a maintenant ce qu'on appelle des evidence-based en diététique et en médecine qui montrent qu'une alimentation performante mène un sportif au plus haut niveau. Mais également lui permet de maintenir plus longtemps le haut niveau. Parce que malheureusement, bien souvent, les sportifs qui ne s'alimentent pas seront plus vite blessés et généralement tiendront pas moins longtemps. Et pour nos sportifs de base qui nous écoutent aujourd'hui, de base, on va dire le sportif amateur, le sportif lambda, mais aussi l'ensemble des parents, nos sportifs sous statut, en Fédération Wallonie-Bruxelles, ces conseils-là valent pour eux aussi? Bien sûr. En fait, l'alimentation, que ce soit un sportif amateur ou un sport dans le sens noble du terme amateur ou professionnel, on a tous besoin de s'alimenter correctement. Si je fais par exemple une course type un 20 km, ben, entre guillemets, on peut même parfois se poser la question, qui est le plus sportif? Celui qui va le faire en 1 heure ou celui qui va le faire en 2 heures et demie? Et en fait, celui qui le fait en 1 heure presque en mode entraînement, finalement a moins de besoins spécifiques à l'entraînement et notamment lors de cette compétition, alors que quelqu'un qui va faire par exemple 20 km en 2 heures et demie, qui n'a pas l'habitude de courir, qui n'a pas l'habitude de s'alimenter et ainsi de suite, aura des conseils beaucoup plus précis normalement à avoir. Donc pour moi, tout sportif, s'il est à 100% de sa capacité, a besoin de conseils spécifiques. Alors, voici, vous vous rappelez, cette fameuse pyramide alimentaire. La fameuse pyramide alimentaire que tout le monde connaît,
mais que finalement très peu de gens appliquent correctement. Prenons simplement la notion de fruits et de légumes. Tout le monde va me dire 5 fruits et légumes par jour. Et puis, ça fait quelle quantité dans l'assiette ? Combien de fruits ? Il y en a qui me disent, tu sais Serge, de temps en temps, j'ai essayé d'appliquer tes conseils, mais après la première pastèque, je cale. D'autres vont me dire, oui, 5 raisins, ouais, je suis fort aujourd'hui, j'ai mangé tous mes fruits. Non. Et alors aussi, c'est de poser la question aux sportifs, c'est pas simplement de se dire pourquoi manger des fruits et des légumes, mais c'est de voir aussi l'importance des fruits et des légumes dans l'alimentation. Et que il y a un grand principe maintenant en diététique du sport, c'est food first. C'est d'abord l'alimentaire. Avant de penser à tous les produits, on se base d'abord sur l'alimentation. Et ça, c'est important. Et donc, si on arrive à gravir correctement cette pyramide alimentaire, eh bien, on a tout ce dont on a besoin, tout ce dont l'organisme a besoin, que ce soit pour être en bonne santé, mais également pour être performant. Et là, on en vient à Philippe Mattard, le directeur de la PACW. Si on peut revoir cette pyramide à l'écran. Philippe, vous le disiez tantôt, en fait, l'agriculture wallonne, elle couvre l'ensemble des besoins du sportif, que ce soit de l'eau, les féculents, les matières grasses, la viande, la volaille, le poisson. Il y a tout en Wallonie. En regardant la pyramide ici, je vois à peu près les 740 000 hectares d'agriculture en Wallonie. Donc on est en mesure de produire à peu près tout ce qui est nécessaire à un sportif ou à n'importe quel consommateur du reste. C'est important. Moi, il me vient en fait une réflexion en voyant la pyramide alimentaire. Et c'est ce que monsieur a dit tout à l'heure. Il disait, voilà, certains sportifs prennent des vitamines C, prennent des suppléments, et finalement ne feront pas l'essentiel, c'est-à-dire consommer des fruits et légumes ou d'autres produits agricoles, même de la viande, parce que même dans la pyramide alimentaire, il y a aussi les protéines d'origine animale qui sont tout à fait indispensables. Et donc, cette alimentation saine, elle est trop facilement oubliée par des sportifs qui se disent qu'avec quelques barres protéinées, avec quelques suppléments, ils vont finalement faire le boulot. Et là, nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi les consommateurs parfois se détournent des produits sains et se tournent vers des solutions plus faciles. Et à la PACW, eh bien, en marge de notre travail de promotion, et je viendrai un peu plus tard sur les labels et sur les leitmotifs qui guident le travail de promotion et qu'on veut totalement correct, honnête et de service public. Ce n'est pas une promotion qui dit n'importe quoi. On veut vraiment avoir une démarche de service public, et du reste, régulièrement, on s'encadre de nutritionnistes, parce qu'on ne veut pas dire n'importe quoi, on veut vraiment avoir un message tout à fait correct. Et comprendre le marché, en l'occurrence, c'est se demander, tiens, pourquoi certains consommateurs préfèrent tel ou tel type de produit. Et on se rend compte, en fait, que le consommateur, il est multiple. Le consommateur, évidemment, qu'il soit sportif ou pas, mais parlons même des sportifs, je pense que on les trouve dans le sportif est un consommateur comme un autre, tout d'abord. Et on se rend compte que beaucoup de gens d'abord privilégient le prix. On sait que le panier de la ménagère a diminué en valeur dans l'ensemble de la consommation d'un ménage. Alors, on pourrait dire malheureusement, parce que finalement, on se prive de l'essentiel parfois pour se tourner vers l'accessoire. Et puis d'autres types de consommateurs privilégient d'autres choses. Ils ont des valeurs, ils privilégient les produits locaux, ils privilégient le producteur, le petit producteur qui se trouve à proximité. Et puis aussi, on a des consommateurs qui sont dans une situation un peu qui relève du dilemme. Ils ont envie de consommer avec des valeurs, ils ont envie de consommer local, mais ils ont aussi envie de consommer d'une manière exotique. Et donc nous, ce qu'on a fait dans plusieurs campagnes, c'est montrer qu'on peut être exotique en consommant des produits locaux et des produits de qualité, qu'il y a en Wallonie tout ce qui peut consommer une assiette. Donc il y a vraiment, c'est un peu comme avec les enfants, enfin je ne prends pas les consommateurs pour des enfants, loin de là, c'est un peu comme avec les enfants, à un certain moment, il faut leur montrer que dans l'assiette, il y a des couleurs, il y a des choses qui sont amusantes, il y a des aliments auxquels on peut donner un côté très attractif. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, c'est montrer que l'aliment régional, l'aliment local n'est pas un aliment rébarbatif et ne doit pas tenter le consommateur de s'en détourner, d'aller chercher ailleurs ce qu'il peut trouver chez nous, parce que l'aliment qu'on trouve en Wallonie, en l'occurrence, est un aliment
attractif gustativement, visuellement, et que l'on peut vraiment associer à une consommation plaisir. Et finalement, même les sportifs, s'ils se rendent compte que cette alimentation peut être motivée par un souci de plaisir, eh bien, ils vont peut-être plus facilement se tourner vers une alimentation saine, et ce dont monsieur parle dans le cadre de la pyramide alimentaire. Et pour reprendre l'expression Food First, donc l'agriculture wallonne, le premier partenaire de nos sportifs, quoi, pour les aider à performer. Exactement. Mais oui, mais ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que l'agriculture wallonne, effectivement, est un partenaire santé. Enfin, ça, je ne suis pas habilité à le dire moi-même, mais c'est certainement un partenaire santé, mais c'est un partenaire plaisir aussi, et c'est un partenaire tout court pour tous ceux qui ont envie d'avoir une alimentation saine, notamment pour faire du sport en toute sécurité. Alex, en tant que sportif, quand on voit la pyramide comme ça, on parvient à suivre et à respecter le schéma ou les proportions qui seraient recommandées de façon journalière? C'est une discussion qu'on a eue souvent avec Serge dans le passé, dans le sens où, en tant que sportif, peu importe qu'on soit sportif de tous les jours, amateur, pur pour le plaisir ou sportif de haut niveau, on est toujours en train de courir après le temps. Donc si vous prenez un sportif amateur en triathlon, les amateurs que j'entraîne, ils rentrent, il est 7h, 5h, 6h, 7h, ils doivent encore taper un entraînement, puis rentrer, puis se faire à manger. Et donc il y a la théorie, effectivement, et Serge le sait très bien, il y a tout ce qui est théorique qu'on doit mettre en place. Et derrière, en pratique, c'est juste très régulièrement infaisable, en fait, tout simplement. Et les jeunes triathlètes ou les triathlètes plus âgés que tu conseilles, dont tu t'occupes, etc., est-ce que l'alimentation et l'hydratation, ça revient en fait dans vos échanges, ou c'est quelque chose qui est passé sous silence parce qu'ils considèrent que c'est moins important peut-être que le matériel ou que le nombre d'heures d'entraînement qu'ils vont s'imposer tout au long d'une semaine? Non, après, voilà, chacun son métier. Moi, je suis entraîneur. Je suis pas diététicienne ni nutritionniste, donc je leur en parle parce qu'on est dans une discipline où on est rarement en deçà des 2 heures d'effort. On est même plutôt vers 5 heures, 6 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures. Donc l'alimentation est juste clé en fait, mais plus pendant l'effort à ce moment-là. Maintenant, il y a tout ce qui est en dehors, et là je reviens à dire, il y a des choses qui sont théoriques. On parlait des compléments alimentaires tout à l'heure. Il faut pas se dire je prends pas de compléments parce qu'on m'a dit de pas prendre de compléments. Parfois, on n'a juste pas la capacité de garnir l'assiette comme le professionnel nous le demanderait. Et donc, on est obligé de prendre des compléments. Et là, je pense qu'il y a peut-être une guidance ou un travail à faire avec les entraîneurs. Même moi-même, je suis prête à faire ce travail de formation quand j'arrêterai ma carrière. Parce que je pense qu'effectivement, c'est la clé. Et c'est rendre accessible et facile et pratique, en fait, cette alimentation. Parce que pour l'instant, quand on doit cuisiner ce que Serge nous demanderait de cuisiner, c'est pas faisable. Et donc, il faut arriver à trouver une solution pour que ça devienne faisable, que ce soit pratique et que tout le monde ait accès à cette cuisine-là et à ces aliments de qualité-là. Quand tu ne parviens pas à suivre le programme qu'on t'a donné, ça te stresse, ou tu parviens à faire abstraction justement de la base de travail qu'on t'a donné et te dire, ben voilà, la réalité fait qu'aujourd'hui, je peux pas le suivre, et tu parviens à te détacher en fait du cadre qu'on t'a fixé? Ouais, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, donc j'ai appris à prendre du recul et à trouver des parades pour dire, ben voilà, j'ai peut-être manqué du glucose ou d'apport en glucose sur tel ou tel entraînement. Faut savoir qu'il y a des jours où je suis quand même à 8 heures d'entraînement, donc c'est difficile d'avoir un repas complet le midi, d'avoir un repas tout court en fait le midi. Et donc il y a toute une stratégie alimentaire que je sais que je vais devoir avoir en rentrant. Donc j'ai appris à combler les trous. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'on va rester performant, comme Serge le disait tout à l'heure, dans le sens où il y a, si on reste bien alimenté, on va récupérer mieux et on va pouvoir enchaîner les entraînements. Je vois que dès que j'ai une journée où je n'arrive pas à m'alimenter correctement pour telle ou telle raison, ça peut être aussi une raison gastro-intestinale, j'ai l'estomac qui accepte pas la nourriture que je devrais manger, quoi. Et donc là, c'est le rôle du diététicien, c'est de dire, ok, tu as manqué de tel ou tel aliment, on va le combler de cette façon-là. Et donc c'est apprendre à avoir
bah oui, il y a la théorie, et puis comme dans l'entraînement sportif, c'est pas une recette de cuisine, hein. Certains ont voulu en faire une équation mathématique, mais c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Et donc pour les sportifs amateurs qui nous écoutent ce soir, ou les parents de sportifs, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que l'estomac, la digestion en tant que telle, c'est un entraînement et c'est un muscle à part entière, comme ses cuisses, ses biceps, etc. En fait, beaucoup de triathlètes, généralement, ils s'entraînent beaucoup, ils préparent leur système cardio-pulmonaire, le système locomoteur, psychologiquement, ils se préparent, mais malheureusement, bien trop souvent, ils n'entraînent pas leur tube digestif. Et tu me dis si tu es d'accord, mais le triathlon, moi, c'est 4 disciplines. C'est la natation, c'est le vélo, c'est la course à pied et l'alimentation. Comme dans beaucoup d'autres sports, enfin, tous les sports d'endurance, mais voilà, c'est parce que je les connais, mais dans tous les sports d'endurance, c'est la même chose. Prends le vélo, c'est la même chose. Prends la natation, c'est la même chose. Prends chaque discipline d'endurance, c'est la même chose. Voilà. Mais où là, justement, on peut aussi aborder, c'est que effectivement, pourquoi est-ce que les sportifs se tournent généralement vers justement des compléments? C'est parce que d'une part, il y a énormément de marketing, un marketing qui est parfois même agressif et assez important, et que l'alimentaire n'est pas toujours suffisamment magique, entre guillemets, pour les sportifs. Ils préfèrent avoir quelque chose de facile. Alors, bien sûr, effectivement, le suivi d'un sportif de haut niveau, c'est toujours d'être en contact, à chaque fois, de pouvoir essayer de trouver. Alors, effectivement, nous, on tire vers le haut, le sportif, il est plutôt vers le bas, et en fait, c'est de trouver le bon compromis entre les deux. Et une fois qu'on a trouvé justement la bonne recette, ce qui fonctionne, eh bien, on sait que ça fonctionne de cette manière-là. Alors, en fonction de cela aussi, c'est pas d'être contre les compléments ou pour les compléments, c'est de les utiliser à bon escient. Voilà, et donc là, il faut attirer peut-être l'attention sur l'effet placebo peut-être que pourrait avoir la consommation de compléments, parce qu'on se dit c'est plus facile, ou, comme on vient de le dire, c'est peut-être la recette magique grâce au marketing ou à l'influence de certaines pubs ou athlètes sur Google. Tout à fait, mais l'effet placebo est important aussi. Et donc aussi, l'aspect psychologique, notamment avec le psychologue du sport, le préparateur mental, mais joue aussi sur l'alimentation, parce que de temps en temps aussi, le jour de la compétition, ils ont peut-être testé à l'entraînement, mais le jour de la compétition, il y a du stress, il y a des enjeux, il y a ce genre de choses, et finalement, le tube digestif, il est encore plus sensible à cela. Donc, on doit travailler vraiment en concert autour de l'athlète. Et donc, c'est un petit peu fini, je pense, cette mode de l'entraîneur qui faisait tout, médecin, entraîneur, préparateur physique, masseur, papa de substitution, et ainsi de suite. Non, maintenant, on essaye vraiment chacun, parce que ça devient de plus en plus complexe, et rien que l'aspect nutrition, mais franchement, il y a de quoi... L'athlète au centre. Voilà, c'est l'athlète au centre. L'athlète au centre, mais l'athlète doit savoir exactement que fait chacun. Et même autour de l'athlète, on doit tous communiquer pour dire effectivement, moi j'ai mis ça, pourquoi j'ai fait ça. Mais si l'entraîneur fait un entraînement justement intense, mais il faut que je puisse adapter l'alimentation. S'il décide, maintenant c'est un peu repos, il ne faut pas que moi j'augmente l'alimentation. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et l'autre élément aussi, c'est bien sûr l'éducation. L'éducation notamment chez les plus jeunes. Et parce que bien souvent, nous avons des athlètes de haut niveau, et c'est à ce moment-là seulement qu'ils commencent à s'intéresser à l'alimentation. Ou parfois des athlètes qui sont presque en fin de carrière et qui se disent « mais les jeunes, ils arrivent, j'arrive plus à récupérer, je me blesse plus souvent, qu'est-ce que je dois faire ?» Et à ce moment-là, malheureusement, c'est trop tard. Donc nous, on veut absolument éduquer les plus jeunes. Et notamment, une manière d'éduquer, c'est bien sûr aussi de faire des ateliers culinaires. Alex a subi ou participé. Non, j'ai subi cet atelier culinaire, je le confirme, avec force. Mais finalement, voilà, on a fait un atelier culinaire, mais c'est d'essayer aussi parfois de dédramatiser certaines recettes, parce qu'on a l'impression que c'est parfois complexe de faire certaines recettes, que ça va prendre du temps. Non, on peut aussi trouver des recettes où, entre guillemets, on met différents aliments au four, ça va cuire pendant 1 heure, mais pendant 1 heure, l'athlète peut aller se reposer, peut aller prendre sa douche et ce genre de choses. Et donc, c'est pas non plus de penser que toutes les recettes vont être compliquées. Et même si je suis cuisinier gastronomique, c'est pas pour ça que je vais faire des recettes alambiquées qui prendraient 4, 5, 6 heures à préparer. Non, c'est de trouver vraiment l'essentiel. Et pour les parents de nos sportifs qui nous écoutent ce soir, ils se posent peut-être la question alors de savoir... Mes enfants ne font peut-être pas du très haut niveau, mais à partir de quel moment ou dans le cadre de quelle discipline ou à partir de quel âge est-ce qu'il serait intéressant de m'adjoindre en fait les conseils d'un nutritionniste? Alors il n'y a pas de guidelines définis par rapport à ça. Je pense que
Généralement, on va dire qu'un sportif, c'est à partir de 5 heures de sport semaine. Donc, généralement là. Maintenant, ça dépend aussi de la finalité. Si c'est quelqu'un qui fait du sport pour le plaisir, du sport pour simplement s'amuser, être actif, ce genre de choses, il n'a pas spécialement de besoin autre que celui de la pyramide alimentaire. On va dire que par contre, celui qui veut faire de la compétition, qui veut aller loin dans la compétition, à ce moment-là, peut-être que de temps en temps, doit avoir déjà simplement les bases, les prémices de c'est quoi une alimentation adaptée. Et on reparlera de l'alimentation adapté du sportif, mais également de l'hydratation. Est-ce qu'on a besoin de protéines? Est-ce qu'on a besoin d'avoir éventuellement des compléments spécifiques? Et là, c'est vraiment au cas par cas. Maintenant, ce sur quoi nous insistons, c'est que justement aussi, c'est de sensibiliser les entraîneurs et que les entraîneurs puissent être notamment des acteurs qui vont de temps en temps entendre des choses. Un enfant qui vient à l'entraînement, par exemple, à 18h, qui a mangé à midi, mais qui ne prend pas de collation, mais à un certain moment, l'entraîneur va bien voir qu'une demi-heure après, il n'avancera plus. Donc, la question, c'est peut-être de lui dire, est-ce que tu as pris une collation? Et là, on peut donner des collations très simples. Bien souvent aussi, je constate des enfants... Et là, justement, en termes de collation, pour peut-être les présidents ou les entraîneurs de nos clubs qui écoutent ce soir, qui justement seraient peut-être confrontés à cette problématique, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer alors? Alors, on peut proposer déjà des fruits, on peut proposer des produits laitiers. Un yaourt avec un fruit, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai une recette qui est une tuerie pour les sportifs, c'est un croque banane chocolat. Donc vous imaginez, bien chaud et ainsi de suite, à prendre 1 heure avant, et l'entraîneur il se dit qu'est-ce qui se passe, hein, donc voilà. Mais ça peut être des muckcakes faciles à faire, on peut mettre des crêpes avec de la compote de pommes, on peut faire des clafoutis, il y a plein de recettes qui sont faciles et utilisables, avec des recettes faciles, hein, Alex. Et donc, dans ce cadre-là, justement, Philippe, la PAC-W a développé toute une gamme aussi de sensibilisation vers toute une série de publics pour justement aussi informer sur la manière de consommer et d'où consommer aussi, et d'où trouver les produits. Oui, tout à fait. Et je vais revenir aussi sur les publics scolaires. Mais d'abord, on a une stratégie qui s'appelle « Je cuisine local, durable et de saison ». Et cette stratégie, en fait, enfin, je dis que c'est une stratégie parce qu'elle est vraiment, elle est liée à un objectif quand même de long terme. Et cette stratégie, en fait, elle vise à attirer l'attention du consommateur sur la nécessité, ou en tout cas sur l'opportunité de consommer des produits locaux, des produits qui sont saisonniers. Parce que, bon, voilà, si on veut consommer local, il est peut-être mieux de se tourner vers des produits, vers des légumes d'hiver quand on est en hiver, et pas forcément chercher des légumes qui ne sont pas saisonniers en hiver. Ceux-là, on peut les consommer plus tard au printemps et en été. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui vise à attirer l'attention du consommateur sur les éléments de durabilité, de saisonnalité. Je cuisine local, durable et de saison. On essaye en tout cas de sensibiliser les consommateurs au travers d'une charte. Il y a une charte qui est associée à cette stratégie, je cuisine local, durable et de saison. On a un compteur qui tourne, qui vise aussi à obtenir l'adhésion non seulement de consommateurs, mais également de partenaires, des partenaires institutionnels comme l'ADEPE. Je pense que l'ADEPE a certainement déjà signé cette charte. Du reste, je cuisine local, durable et de saison. Enfin, j'espère en tout cas, Pierre, on va s'en assurer. Je vais vérifier demain. Et d'autres administrations l'ont fait en tout cas, des fédérations. Donc, on essaie vraiment de recueillir un maximum d'adhésion pour maximaliser cette sensibilisation. Et puis, on a également d'autres produits et services entre guillemets qui sont aussi la stratégie graines d'agri, goût et couleur d'ici, qui sont en fait destinés à des publics scolaires, parce que comme vous l'avez tout à l'heure à juste titre dit, certains consommateurs sportifs arrivent à l'âge adulte avec des réflexes alimentaires qui ne sont peut-être pas les meilleurs, et il y a vraiment un intérêt à sensibiliser les publics scolaires, les enfants, non pas avec de l'endoctrinement et simplement leur dire il faut manger de la viande, il faut manger de telle ou telle chose, non, vraiment pas, mais attirer leur attention d'une manière totalement objective sur la pyramide alimentaire, l'origine des produits, la saisonnalité, la manière dont les produits arrivent dans leur assiette, qu'il s'agisse du lait, de produits laitiers dérivés, de la viande, vraiment leur faire comprendre que ces produits, bien voilà, ils ont tout un parcours et que la qualité dépend de ce parcours. Et voilà, je pense que quand on éduque les enfants à bien manger, quand on aide les parents à vraiment bien sensibiliser leurs enfants, eh bien je pense qu'il y a un bénéfice à l'âge adulte. Et juste parce que Serge nous proposait quelques recettes qui pourraient être facilement réalisables au sein d'un club sportif, les clubs sportifs peuvent prendre contact avec la PAC-W pour éventuellement se mettre en collaboration, en réseau avec des producteurs locaux.
Tout à fait. Donc on a dans notre offre, dans notre communication, il y a aussi une offre de partenariat. Et même si on ne peut pas évidemment donner satisfaction à tout le monde, malheureusement, comme on dit, l'argent ne se trouve pas en dessous du sabot d'un cheval, et forcément il faut faire des choix. Mais en tout cas, on est preneur de partenariats de qualité, et donc pour cela, il y a effectivement un soutien de l'agence qui peut être fourni à des initiatives en matière de sport. Et alors, il y a des questions qui commencent à tomber sur les réseaux sociaux. On sait que vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints. Question sempiternelle, comment éviter la crampe? Alors, j'aurais dit qu'il y a 5 ans, la réponse aurait été plus facile. Maintenant, on est en train de voir au niveau de la littérature scientifique, c'est très compliqué l'histoire de la crampe. Parce qu'il y a beaucoup d'étiologies, il y a plusieurs étiologies. Soit ça peut être un problème neurologique, un problème de transfert de l'information du cerveau jusqu'aux muscles, soit éventuellement une crampe directe au niveau du message, au niveau musculaire direct. Et puis, par contre, si je reste au niveau alimentaire, généralement, on va dire que les crampes apparaissent plus souvent chez des gens qui sont déshydratés, chez des gens qui ne prennent pas suffisamment de sel, surtout dans des épreuves de plus de 2 à 3 heures, où on va avoir tendance à perdre de la sueur, et tout le monde a déjà goûté qu'une goutte de sueur, c'est très salé, mais à un certain moment, si je ne bois que de l'eau, je risque d'avoir un déséquilibre. Et puis, aussi, on sait que... Alors, il y a aussi des mythes par rapport au magnésium. On dit qu'il faut prendre plein de magnésium. Attention, parce qu'il ne faut pas plein de magnésium. Et le meilleur magnésium, la plupart du temps, est d'abord dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales complètes. Et c'est pas au moment de la compétition qu'il faut penser à prendre du magnésium, mais c'est surtout avant la compétition, avoir déjà un bon statut. Ça nous amène aussi à une question qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur Internet. La question de savoir, est-ce qu'il est bon de s'entraîner à jeun ou pas ? Quand on recherche soit de perdre du poids, soit d'aller vers une meilleure performance. Ça dépend de la finalité. J'aurais tendance à dire quelqu'un qui veut faire des courses plutôt de sprint, ça n'a aucun intérêt. Quelqu'un qui veut éventuellement perdre du poids, oui, mais attention, c'est que bien souvent on constate par exemple chez les boxeurs qui veulent perdre du poids ou les judokas qui veulent perdre du poids, ils vont se faire des entraînements à jeun bien intenses. Et puis, après cela, ils décident de ne pas manger. Mais le problème, c'est qu'ils font des hypoglycémies et toute la journée, ils ont faim, ils ont tendance à plus grignoter. Donc, si sur le papier, ça me semble intéressant, au final, c'est pas très intéressant. Et puis, pour les entraînements plus longs, mais là, je pense que Alex peut répondre aussi, ça dépend un petit peu de l'objectif. Mais généralement, si ce sont des épreuves de moins de 2 heures, il n'y a pas spécialement de besoin d'avoir des entraînements à jeun. Pour des épreuves plus longues, certainement. Mais attention aussi, c'est qu'à un certain moment, il y a comme ça cette dérive à vouloir aussi faire des entraînements à jeun et des alimentations très très pauvres en féculents jusqu'au jour de la course. Le problème, c'est que le jour de la course, quand on va vouloir mettre beaucoup plus de glucides, ça pose problème au niveau digestif, le corps n'est pas capable de les utiliser, ça pose finalement plus de problématiques, notamment d'abandon. Là, vous avez parlé de la perte de poids, ouais. Mais il y a des sportifs, en fait, il faut qu'ils maintiennent leur poids de forme ou qu'ils prennent du poids. Tout à fait. Alors, comment est l'approche? Identique aussi? Alors, vous avez raison, donc c'est vrai que généralement en consultation, au moins 80-90% des sportifs qui viennent, c'est bien souvent pour des problèmes de poids. Soit parce qu'ils en ont trop, ils doivent perdre, ils doivent atteindre leur poids de forme. Alors certains le viennent de manière volontaire, et puis d'autres, c'est parfois, notamment dans le foot, à coup d'amende, s'ils ne viennent pas, de menaces, ils ne peuvent plus jouer autant de matchs, et ainsi de suite. Et donc là, ils veulent perdre rapidement du poids, mais rapide veut dire généralement problème de récupération, problème bien souvent de plus de blessures. Donc, et puis ça veut dire privation, frustration. Énormément de privation. Et la plupart du temps, ils vont perdre de la masse musculaire, alors que c'est pas le muscle que l'on veut perdre. Et puis d'autre part, on a beaucoup de sportifs qui veulent prendre de la masse musculaire. Et là, il faut savoir aussi que prendre de la masse musculaire, mais c'est d'abord une bonne préparation physique. Il faut un entraînement adapté, d'accord ? Et puis d'autre part, une collaboration avec une alimentation adaptée aussi. Et quand les deux vont bien, à ce moment-là, effectivement, on peut prendre de la masse musculaire. Mais c'est beaucoup plus lent de prendre de la masse musculaire que de perdre de la graisse. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose aussi, il faut pas croire non plus que pour prendre de la masse musculaire, je dois manger des quantités astronomiques, notamment de protéines. On peut aussi, par l'alimentation, y arriver. Et il n'y a pas que l'alimentation. Si je veux construire un mur solide, eh bien, j'ai besoin de briques, mais j'ai besoin de mortier, j'ai besoin d'un améliorant, j'ai besoin également d'une truelle et j'ai besoin d'un maçon. Et bien souvent, les sportifs, ils ont l'impression que parce qu'ils vont manger une quantité astronomique de protéines, mais pas de féculents, pas de fruits, pas de légumes, et ainsi de suite, ça va fonctionner. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Alex,
à ton niveau, tu t'entraînes des fois à jeun ou tu as complètement banni cette pratique ou aussi de façon plus large dans le peloton depuis que tu en es, est-ce que tu as remarqué certaines pratiques un petit peu originales ou expérimentales dans le chef de tes concurrentes ou concurrents? Je dirais que les sportifs, et surtout les sportifs de haut niveau, en général, ils ont toujours plein d'inventivité. Et ils vont d'abord inventer des stratégies d'entraînement qui seront évaluées par les scientifiques par après. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'on a de moins en moins de sportifs qui s'entraînent à jeun. Pourquoi ? Parce que le niveau d'intensité est devenu tel que en fait, c'est pas possible de tenir un niveau d'intensité aussi élevé en étant à jeun. Donc ça n'a plus aucun intérêt en fait dans le sport de haut niveau. Maintenant, ça dépend toujours de la finalité. Moi, en tant qu'entraîneur, il y a certains athlètes avec lesquels je travaille dans des entraînements à jeun, mais sur des entraînements avec des durées très, très déterminées et avec une stratégie alimentaire derrière, juste en fin d'entraînement. Parce qu'un truc dont on n'a pas parlé, c'est que quand on s'entraîne à jeun, on va quand même produire pas mal de cortisol, qui est l'hormone de stress. C'est quand même pas top, on essaye d'éviter. Et puis aussi, surtout, j'ai aussi remarqué que des athlètes que j'avais récupérés et qui s'entraînaient tout le temps à jeun, ils étaient tout le temps blessés. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un déséquilibre qui se fait au niveau du corps. Donc il faut être vigilant si on veut s'entraîner à jeun. Il y a une finalité précise à avoir et il faut la connaître et il faut la maîtriser. Il y a une question qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux. Un papa ou une maman qui dit dois-je comprendre que pour sensibiliser mon fils à une bonne alimentation, il est cycliste en U17, je dois absolument passer par un diététicien alors qu'on mange des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, mais apparemment ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a nulle part d'obligation, même au niveau de l'ADEPS et dans le suivi des sportifs, je n'ai pas une obligation à voir tous les sportifs. Et donc ça, c'est une première chose. Par contre, ce qu'on va mettre de plus en plus aussi, c'est à disposition notamment des informations éducatives pour savoir un petit peu comment s'alimenter, pour déblayer un peu le vrai, le faux dans l'alimentation. Et donc ça, c'est une des missions que j'ai notamment à l'ADEPS, c'est de créer ce genre d'outils et de documents. Mais la plupart du temps, si l'enfant se sent bien, il performe correctement, il n'est pas blessé, il n'a pas de problème et ce genre de choses, qui s'alimente déjà bien, qui respecte la pyramide alimentaire, j'ai pas d'obligation à le voir. Mais ça peut être éventuellement intéressant dans le processus de progression du sportif et pour viser un peu plus de performance. En fait, ça me fait penser à notamment quelque chose que j'ai mis en place, notamment dans un club de foot. Dans un club de foot, on essaie d'évoluer, et même chose dans un club de judo, on essaie d'évoluer en fonction de l'âge. C'est-à-dire que par exemple, à 12 ans, on demande simplement que les enfants viennent avec une gourde d'eau à l'entraînement. Et l'entraîneur est sensibilisé et doit donner le message et l'information. Et par mimétisme, il va dire maintenant vous buvez et les enfants vont boire. Mais sans plus. À 14 ans, on essaie déjà de donner une information un peu plus complémentaire. Pourquoi est-ce qu'il faut boire ? Parce que je transpire, parce que je me déshydrate, que je n'ai pas assez d'eau dans mon corps, donc je dois remplacer, et ainsi de suite. Ça, c'est vers 14 ans. Vers 16 ans, je vais leur expliquer un peu plus en détail pourquoi s'hydrater correctement. C'est quoi la couleur des urines, de vérifier cela. Est-ce qu'elles sont claires ou bien éventuellement foncées ? À partir de 18 ans, on va déjà leur expliquer c'est quoi toutes ces boissons pour sportifs, est-ce qu'elles sont nécessaires ? On va donner également plus de boissons maison. Comment réaliser une boisson maison ? C'est très simple. Prenez par exemple 200 ml de jus de raisin, 300 ml d'eau, 1 à 2 pincées de sel, ça fonctionne très bien. Alors pas pour tous les sports, pas pour toutes les disciplines, pour le haut niveau et la très longue distance, ben voilà, je me souviens qu'on en avait parlé, mais sur le vélo, c'est pas pratique, d'accord ? Donc ça c'est une chose. Mais pour d'autres sports, c'est envisageable. Type football, ça fonctionne bien. Et puis, à partir de 20 ou 18 ans, même déjà, à partir de là, ça dépend un petit peu. Là, on veut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire aussi de faire des pesées. On les pèse avant, après l'effort. On essaie de voir les quantités consommées. On va beaucoup plus loin dans l'information. Et là, cette information est progressive, évolutive. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que notamment, maintenant, les joueurs de foot qui ont suivi un petit peu toute cette progression-là, à 21 ans, eh bien, ils sont formés, entre guillemets, par rapport à l'alimentation. Et ce sont généralement des sportifs qui vont aller plus loin, qui seront moins blessés, et ça, c'est ce qu'on espère voir prochainement. Dans ce travail de sensibilisation, d'information, de formation, qui est le public le plus difficile à convaincre ? Les sportifs, les entraîneurs, les parents ? Un peu tout le monde ? C'est difficile de caricaturer, mais j'aurais tendance à dire souvent les anciens entraîneurs, les vieux entraîneurs, qui ont toujours fait comme ça. Et il est difficile parfois de venir avec d'autres notions. Donc aussi, c'est
venir aussi parfois avec des essais-erreurs. Donc on met quelque chose, on montre si ça fonctionne pas. Et il faut gagner la confiance aussi du sportif, gagner la confiance de l'entraîneur, parce que effectivement, comme vous l'avez dit sur Internet, si on tape diététique du sport, nutrition du sport, on va trouver des milliers et des milliers d'articles différents avec beaucoup d'erreurs, certaines choses qui sont très très bien, et ainsi de suite. Mais n'oublions pas que la première source d'information maintenant, actuellement, auprès des jeunes et des entraîneurs, c'est bien souvent Dr Google. Mais Dr Google, il dit tout et n'importe quoi. Et malheureusement, ils vont tester certaines choses. Ils vont peut-être aller voir des gens qui ne sont pas spécialement professionnels ou qui s'y connaissent pas suffisamment ou qui ne sont pas adaptés au sport spécifique. Et à ce moment-là, effectivement, ça se passe mal. Donc, il faut... éviter de faire de la spéléo sur Google pour essayer de trouver la bonne recette. C'est ça. Et comme on a passé d'une tranche d'âge supérieure en évoquant les entraîneurs qui étaient peut-être actifs depuis un peu plus longtemps, on a une grosse fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appelle les Néosport et qui s'adresse à près de 20 000 sportives et sportifs qui ont généralement plus de 60 ans. Est-ce qu'il y a des conseils plus particuliers pour ce public-là? Alors oui, effectivement, donc j'avais participé à des formations Néosport et donc là, on sait que généralement, ils ont une fonte musculaire un peu plus importante. Et notamment, ils perdent pas mal de protéines. Donc, il va falloir compenser. Parce que quand il y a une diminution de la fonte, de la masse musculaire, ben, généralement, ils ont plus de difficultés à récupérer, plus de difficultés à maintenir un niveau de performance. Et puis, à un certain moment aussi, beaucoup plus tard, on sait que c'est un paramètre qui va permettre notamment simplement d'éviter les chutes, d'éviter des problèmes de santé et ainsi de suite. Donc, les protéines, ça, c'est quelque chose sur lequel on va cibler, que l'on va cibler, et même au niveau de la littérature scientifique, il y a de plus en plus d'éléments de preuve comme quoi il faut justement augmenter les apports en protéines chez les personnes âgées, sportifs en tout cas. Et puis pour le reste, les autres conseils que j'ai donnés tout à l'heure sont valables tant pour le jeune que pour le moins jeune. Donc il faut vraiment essayer de garder la même chose. Une personne âgée, néanmoins, tant l'enfant que la personne âgée, par contre, il faut savoir aussi qu'ils sont moins sensibles à la déshydratation. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas les symptômes de la déshydratation et donc vont parfois beaucoup trop loin jusqu'au coup de chaleur avec toutes les problématiques qui peuvent en découler. Donc, premier conseil aussi, il faut boire régulièrement. Boire régulièrement, effectivement, toutes les 10-15 minutes, ça dépend un petit peu des températures extérieures. Hein. S'il fait chaud, on va devoir boire plus, apprendre à boire plus, parce que autant boire est un élément inné, mais boire à l'effort, ça s'acquiert. Et c'est pas facile. Soit ils vont faire des fausses routes, soit ils vont s'étouffer, soit ils vont avoir des problèmes de nausées, de vomissements ou de diarrhée. Donc c'est vraiment un apprentissage aussi. Donc tout à l'heure quand je disais il faut entraîner le tube digestif, eh bien ça se fait à l'entraînement. Il y a une autre question qu'on peut retrouver régulièrement aussi, c'est les gens qui se posent la question. Alex parlait tantôt des triathlètes qui vont commencer leur entraînement très tard en soirée parce que ils ont leur journée professionnelle ou leur journée d'étudiants dans les jambes. Est-ce qu'il convient de souper, s'alimenter avant l'entraînement ou de souper et s'alimenter après l'entraînement? Alors, vous soulevez un problème qui est bien connu, c'est que j'aurais tendance à dire, sans diminuer, c'est que le sportif professionnel a plus de temps pour s'entraîner et gérer son timing, d'accord? Mais un sportif amateur qui travaille ou qui est à l'école, ce genre de choses, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, effectivement. Donc là, c'est vraiment jongler avec des agendas, avec des impératifs et ainsi de suite. Donc c'est très très compliqué, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, la grande règle, c'est que si, par exemple, j'ai un entraînement à 18h, il faut idéalement avoir pris une collation 1 heure avant. Après l'entraînement, si j'ai la possibilité d'être directement à table, donc vers 19h30, 20h, je suis à table, j'ai pas besoin de collation spécifique. Je prends mon repas complet, ça fonctionne très bien. Si maintenant, par contre, j'ai un entraînement un peu plus tôt dans l'après-midi, vers 15h, type le mercredi après-midi, vers 15h, j'ai pas besoin de collation entre le repas de midi et l'entraînement. Par contre, après l'entraînement et le repas du soir, je risque d'avoir plus de 1 à 2 heures d'écart, donc je suis obligé de prendre une collation après. Et par contre, effectivement, on a notamment, on a ça bien souvent, par exemple, dans le hockey. Le hockey, ils ont des entraînements très tardifs. Ils terminent bien souvent à 22 heures, quelque chose comme ça. À ce moment-là, la question à se poser, c'est est-ce que je mets le repas avant? Mais si je mange quelque chose de trop compliqué, exemple même un spaghetti bolognaise. Pour digérer correctement un spaghetti bolognaise, hein, quand vous avez mis de la viande hachée, quand vous avez mis plein d'huile d'olive, vous avez mis plein de fromage, et vous prenez 2-3 assiettes, il faut
5, 6, 7 heures à le digérer correctement. Donc c'est-à-dire que sur le terrain, le jeune va être lourd, ballonné, et puis peut-être quelques vomissements. Donc c'est pas intéressant. Donc dans ce cas-là, on va mettre plutôt, si possible, le repas complet le midi. On mettra éventuellement soit un sandwich, soit un repas à tartine, soit éventuellement quelque chose de plus facile à digérer. Et également de prendre une collation après l'entraînement. Bien souvent, une des erreurs, c'est qu'après l'entraînement, les gens se disent « je suis fatigué, ça va m'aider à perdre un peu de poids, je vais directement au lit, sans rien manger, ou simplement prendre un petit peu de protéines ». Mais c'est comme si vous avez fait de la route aujourd'hui, et vous savez que vous devez redémarrer demain la voiture, il vaut mieux faire le plein. Et plutôt que d'attendre l'hypoglycémie ou la panne d'essence. Et donc, dans ce cas-là, n'oublions pas aussi que c'est la nuit, que la synthèse musculaire, la réparation du muscle se fait. C'est la nuit également qu'on va recharger nos réserves en glycogène, donc notre réserve en supercarburant. Et donc, il faut absolument mettre ça. Alors, malheureusement, aussi de mauvais messages qui circulent encore. Les féculents, ça fait grossir. On ne met pas de féculents le soir. Peut-être chez monsieur et madame tout le monde qui n'est pas sportif, chez le sportif, on a besoin d'un minimum. Et justement, pour rebondir sur cet exemple du hockey, dans une famille mixte où il y a certains enfants qui sont sportifs, d'autres qui font d'autres activités et qui sont peut-être moins physiques, comment est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'il y a des conseils comme ça à donner au quotidien pour éviter les frustrations ou à empêcher de mettre tout le monde sous une certaine forme de diète? Alors, c'est pour ça que on essaye d'éviter notamment de faire des menus trop stricts pour l'athlète, parce que finalement, il y a quand même l'aspect social, et dans l'aspect social, il y a le partage. Et donc, on va éviter que l'athlète ne mange qu'un repas et les autres autre chose. Donc, la plupart du temps, on va vraiment essayer d'intégrer l'athlète au sein du repas avec la famille, mais peut-être qu'on va devoir corriger. Quelques corrections, par exemple, c'est qu'il n'y ait pas de fruits, pas de légumes, par exemple, à table, ou éventuellement 5-6 fois sur la semaine, des viandes hachées, jamais de poisson. Donc, on essaie déjà de rectifier. C'est bon pour tout le monde. La seule chose où on va essayer d'adapter, c'est peut-être les quantités. Donc, c'est-à-dire que si, imaginons, je sais pas moi, c'est poulet, purée, compote, eh bien, pour l'athlète, on va peut-être lui dire telle proportion de poulet, telle proportion de purée, telle proportion de compote. Donc, dans ce cadre-là, viande, volaille, poisson, œufs, on va dire c'est peut-être la taille de la paume de la main. On va peut-être dire un quart d'assiette, un tiers d'assiette. Les féculents, on va dire que ce soit du riz, des pâtes, des pommes de terre ou de la semoule, ce sera peut-être un quart d'assiette, un tiers d'assiette. Et les légumes, ce sera un tiers ou une demi-assiette. Donc pas raison de se casser la tête à multiplier les repas. Et donc, on fait la même chose. Vous avez envie de manger du poulet avec une sauce provençale et du riz. Eh bien, vous avez les proportions pour l'athlète et le reste de la famille mange les quantités qu'il veut. Eh bien, merci à tous pour ces conseils, ces partages, ces informations diverses et variées. Alors, pour reprendre une expression souvent utilisée au niveau de l'agriculture, de la fourche à la fourchette, de l'étable à l'assiette, du bidon au guidon, alors du labour au labouré, des tacs de cuisson aux surfaces de réparation. Merci donc à vous trois d'avoir été présents ce soir. Merci à vous tous d'avoir été très nombreux à nous suivre. On vous donne très rapidement la date de notre prochain rendez-vous et de cette thématique. Je remercie aussi Maxime Capel qui était à la technique ce soir. Je remercie aussi notre partenaire IPM, donc la dernière heure les sports Lali Belgique, pour nous avoir invités et abrités aujourd'hui dans ces superbes conditions techniques. Retrouvez donc toutes les infos sur www.apacw.be. Serge Peters également, ton propre site internet. Oui. Sinon, toutes les autres infos sur www.adeps.be. Et puis, Alex, on te suit régulièrement dans tous les médias et beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, pourtant, on sait que c'est pas mon fort, hein, les réseaux sociaux. Et tu mangeras du chocolat ce soir ? Ça dépend de toi. Hein. On avait un deal. Voilà, j'attends que ça coupe. Voilà, merci à tous. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir.